À l'heure de la Coupe du Monde en Russie, un livre raconte l'histoire de l'URSS et de la Russie à travers l'histoire du ballon rond. Ces deux auteurs sont les invités du Grand Angle. Bonjour Régis Janté. Bonsoir à vous. Et bonjour Nicolas Jalot. Bonsoir. Alors Régis Janté, vous êtes journaliste, spécialiste du Caucase et au-delà du monde soviétique dans son ensemble. Nicolas Jalot, vous êtes aussi journaliste, réalisateur. Vous avez réalisé plusieurs films sur l'URSS, plusieurs livres aussi. Et donc ces derniers que vous publiez ensemble, Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique. C'est aux éditions Alary. Alors une vaste question pour commencer à l'échelle de ce grand pays. Peut-être à vous Régis Janté, quelle est la place du football, importante ou pas, dans l'histoire de l'URSS et puis de la Russie? Je crois que c'est une histoire très, très importante pour les Russes. Dès le début, en 20 ans à peu près, le ballon arrive en 1870 dans les bateaux anglais, bien sûr, comme partout, donc par un port, par Saint-Pétersbourg. Et très vite, la passion s'empare des Russes, de l'âme des Russes, on pourrait dire. Ouais. Et ça va être En fait, cette histoire, on pourrait la résumer comme une sorte de match entre le peuple et le pouvoir. Un pouvoir qui a toujours été plus ou moins réticent à l'égard de ce sport, que ce soit les tsars, puis ensuite les bolcheviks, et un peuple, lui, qui s'est laissé aller à sa passion du football. Et c'est ce qu'on essaie de raconter dans ce livre. Parce que c'est un sport, vous l'avez dit, c'est un sport importé, c'est un sport bourgeois qui vient d'Angleterre, c'était pas gagné. Tout à fait. Au début, d'ailleurs, il n'y a pas de règles. Il faut savoir que les matchs n'avaient pas de durée. On avait des scores 45 à 25, 48-38. Ça a commencé à Saint-Pétersbourg, d'ailleurs. Et ça commencait dans les ports. Il n'y a pas que Saint-Pétersbourg, il y a eu Odessa, et ensuite c'est arrivé par exemple en Géorgie, par le port de Poti, et tous les ports. C'était Et puis ça a surtout été utilisé comme distraction, en fait, au début, le football. C'était plutôt une sorte de distraction pour faire rire. Parce qu'en fait, le sport roi, en fait, en URSS et en Russie, c'est le hockey sur glace, c'est pas le football. Ça le deviendra plus tard, mais effectivement, les premiers footballeurs, pour beaucoup, jouent l'hiver au hockey et l'été au football, enfin le reste de l'année, effectivement. Parce que le sol, il est gelé en Russie, donc c'est pas facile de jouer. Ça posera un problème toute la vie, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, puisque, par exemple, actuellement encore, les footballeurs ne peuvent pas jouer l'hiver, et donc au moment où les clubs européens sont absolument au top, février, mars, les clubs russes commencent à se remettre petit à petit en marche. Ça pose aussi un problème pour des gens qui se trouvent à 7 fuseaux horaires. C'est tellement grand la Russie que les clubs de l'Ouest, comme Moscou, ne veulent pas jouer avec Vladivostok en mer du Japon. Et vous avez eu aussi des joueurs soviétiques très célèbres, dont Lev Yashin, qui est le seul et unique gardien de but qui a eu le ballon d'or, qui était joueur de hockey. Il a gagné son premier titre, ça a été la Coupe d'Union soviétique de hockey sur glace. Lev Yashin, c'est vraiment un mythe, c'est considéré par certains comme le meilleur gardien de but de toute l'histoire, de tous les temps. Et c'est d'ailleurs lui qui est aujourd'hui sur l'affiche officielle de la Coupe du Monde 2018. Effectivement, je crois que les gens qui ont fait cette affiche voulaient aussi montrer quelque chose de positif de la grande histoire russe du XXe siècle, avec un cortège on on voit l'affiche là. Exactement. Et c'est Yashin qui se trouve valorisé, avec un autre personnage dans le petit clip vidéo qui a accompagné cette affiche, qui est Gagarine, le premier russe à avoir été dans l'espace. Donc c'était un peu les deux grandes vedettes positives du XXe siècle. Alors vous avez parlé du pouvoir contre le peuple, mais on devrait dire le pouvoir contre les peuples. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler de l'Union soviétique sans parler des peuples. Vous avez parlé vous-même d'Odessa, de la Géorgie. Donc c'était chaque peuple qui faisait partie de l'Union soviétique avait son club de foot. Absolument, et c'est devenu très très important dès le début d'ailleurs. Et le football était en quelque sorte un lieu de résistance caché. Et c'est Shostakovich qui disait le stade de football, c'est le seul endroit en URSS où vous pouvez être pour, mais aussi contre. Vous avez le droit. Et effectivement, dans les républiques de l'Union soviétique, comme l'Ukraine ou la Géorgie, c'était une manière cachée, sans le dire bien sûr, mais qu'on était d'abord géorgien avant d'être soviète. Alors, vous avez parlé de Shostakovich, parce que ça, c'est quand même assez drôle. Les gens le connaissent peut-être comme un grand compositeur, un grand musicien, et en fait, c'était un dingue de foot. Un féru de football. Un féru de football, il ne ratait pas un match. Il allait voir les matchs. Assez proche de Staline aussi, il était assez proche de Staline. Il a eu des périodes... Voilà. Berial, qui était le bras droit de Staline, l'a utilisé pour même écrire des ballets, et le Bolchoï jouait des ballets. L'opéra de Moscou. Voilà, qui s'appelait Football. Il y en a même un qui s'appelle Football. Donc, ça met en scène l'équipe du Dynamo. C'est donc l'équipe officielle de Beria. Là, on voit Beria. Alors, il a joué ce nom. C'est le patron de la police. C'est le NKVD, c'est la police secrète avant le KGB. Il a joué un grand rôle dans le football soviétique. Il a joué effectivement un grand rôle parce que l'histoire soviétique, notamment à partir des années 30, va être marquée par une grande rivalité entre deux clubs, avec
avec une forte identité, le Spartak et le Dynamo. Le Dynamo, ce sont les équipes de la police, des espions. Tous les Dynamos, en fait, que ce soit le Dynamo de Moscou ou Tbilissi. Voilà, c'était créé en 1920. Dynamo, c'est les flics. Les flics, voilà, on les appelle moussor à l'époque soviétique, c'est-à-dire les poubelles, les flics, quoi. C'était l'insulte. Et les Spartak, c'est les clubs populaires. C'est le club plutôt des coopératives et des jeunesses communistes. Donc il y avait aussi une rivalité entre le patron des jeunesses communistes, Kosarev, qui lui va être fusillé en 39, d'accord. Parmi d'autres. Et puis de l'autre côté, le patron d'une KVD. C'était une lutte à l'intérieur du Kremlin avec le stade derrière soi. Alors, il faut rappeler. Mais ce qu'on raconte dans le livre, c'est que la rivalité va tellement loin que lorsque Beria est trop vexé, il s'arrange pour faire déporter au goulag les meilleurs joueurs du Spartak. Et aussi d'ailleurs, parce qu'il y a un nom quand même qui reste dans les années 30, c'est les frères Starostin. Alors ceux-là, ils ont un destin incroyable parce qu'en fait, c'est eux qui installent le football en Union soviétique et après, il y en a qui vont finir au goulag. Tout à fait. Les quatre frères. Les quatre frères seront arrêtés et envoyés au goulag. C'était vraiment, pour Beria, c'était... Alors c'est eux qui ont créé, on peut dire, le football moderne en Russie. Enfin, alors le football moderne, je vais laisser Régis répondre, je ne suis pas sûr, mais c'est eux qui ont créé le Spartak. C'est eux qui ont créé le Spartak. Ce sont les pères fondateurs du Spartak. Oui, c'est ça, ce sont un peu les pères fondateurs du football, ce sont des fous de foot en fait. Et ils ont traversé toutes les époques, la Révolution, la NEP, la nouvelle politique économique, donc avec cet esprit un peu capitaliste qui traîne, qui reste, et puis ensuite le dur du bolchevisme, Staline, les purges. Ils traversent tout ça avec une passion qui est le football, et ils vont créer le Spartak de Moscou, qui est l'équipe du peuple. Alors attends, le Spartak, c'est marrant, j'ai appris un truc, le Spartak, ça vient de Spartacus. Tout à fait. Oui, donc Spartacus, c'était le gladiateur qui... C'est de l'excellente com, c'est de la communication, parce qu'ils arrivent à capter l'idée que c'est l'équipe du peuple, l'équipe des esclaves, contre l'équipe du NKVD, qui lui purgeait les rangs de la population soviétique. Alors, il y a plein d'histoires, d'anecdotes dans votre livre. Il y en a une qui est très importante au centre du livre, c'est ce match de la mort. Donc, c'est un match qui a lieu en août 42. Donc, les protagonistes, c'est d'un côté l'équipe ukrainienne, mais donc soviétique, et en face, l'équipe de la Luftwaffe, donc de l'armée de l'air allemande. Et ça se passe en Ukraine occupée. Et c'est ça, il n'y a plus de soviétiques, puisqu'à ce moment-là, c'est les Allemands qui occupent Kiev. Et les Allemands font aussi de la propagande pour servir leurs intérêts politiques. Et ils organisent ce match qui va donner lieu... On a retrouvé des images d'ailleurs de l'époque. C'est la photo, c'est la seule photo. C'est la photo de la fin du match. Et qui donne lieu à un grand œuvre de propagande, puisque les soviétiques, lorsqu'ils vont reprendre Kiev, se disent, est-ce qu'on fusille toute cette équipe qui a joué avec les Allemands, ce sont des collabos. C'est les Ukrainiens qui ont gagné, en fait. Effectivement. Et la légende... La légende veut qu'à la fin du match, les nazis auraient fusillé cette équipe du FC Start de Kiev, qui comprenait entre autres des anciens du Dynamo de Kiev, mais aussi d'autres équipes de Kiev, du Zénith et du Torpedo. Et donc, en fait, c'est complètement faux. C'est une légende qui a été récupérée par la propagande soviétique. Ce match a bien eu lieu. Il a bien été gagné par le FC Start. D'ailleurs, il était arrêté avant la fin, je crois. Non. Ah non, il va à terme. Il a été arbitré normalement. Il n'y a pas eu de grande histoire. Le FC Start a gagné. Il y a même les Allemands ont même donné de la boisson, des fruits, etc. en guise de récompense un petit peu. Donc il n'y a pas eu de souci. Mais l'Union soviétique, le pouvoir soviétique, Beria ne pouvait pas laisser passer cette histoire. Donc en fait, la légende est née que les nazis leur auraient dit, si vous gagnez le match, on vous fusille à la fin du match. Alors, et le gardien de but se serait levé et aurait dit, on luttera jusqu'à la mort et on gagnera, et ils ont gagné. Alors on va avancer un peu dans le temps. On vous parlait aussi des journalistes sportifs qui étaient très contrôlés, surtout au début de la télé sous Khrouchtchev. Alors sur le plan sportif aujourd'hui, c'est quoi? Il y a eu l'émergence du Zénith de Saint-Pétersbourg, il y a le phénomène des hooligans aussi. Et puis alors Poutine, arrivons à Poutine quand même, c'est pas un fan de foot, Poutine. Non. Mais il a bien compris l'intérêt du foot, d'où la Coupe du Monde aujourd'hui. Absolument. C'est pas, les dirigeants soviétiques ou russes sont souvent divisés entre les pro-hockey et les pro-football. Brejnev, par exemple, était plutôt hockey, Poutine aussi, alors que Beria, on l'a vu, était plutôt football. Effectivement, il a compris tout l'intérêt géopolitique. Quand vous avez 1 milliard ou 2 milliards qui vont regarder la finale de la Coupe du Monde, c'est une vitrine extraordinaire. C'est une manière de dire des choses sur la Russie, sur sa géopolitique, sur le fait que le pouvoir autoritaire, très autoritaire de la Russie est acceptable. C'est ce que véhicule les images du football, et c'est pour ça que Poutine a voulu cette coupe. Et il avait bien su s'y prendre avec, vous le racontez, avec les responsables de la FIFA pour que la Coupe du Monde ait lieu en Russie. Oui, mais en fait, ce qu'il veut, c'est donner une image. Il veut faire croire que tout en Russie va bien, que c'est normal. Et ça va très loin parce que les Égyptiens ont même leur camp de base en Tchétchénie. Et donc, il veut aussi faire voir au monde musulman, vous voyez, on accueille les musulmans, bien.
Vous dites d'ailleurs, ce camp de base en Tchétchénie, ça prouve aussi que pour lui, il n'y a pas de problème dans le Caucase. Vous dites d'ailleurs que dans le Caucase, c'est le stade plutôt que la mosquée. C'est-à-dire qu'on encourage en fait les équipes de football, en Tchétchénie notamment, pour dire le foot plutôt que l'islam, quoi. Effectivement, il y a une volonté de contrôler la jeunesse. En fait, le football, aujourd'hui, on n'est pas dans un régime totalitaire, au sens où on voudrait contrôler tous les aspects de la vie, mais pour certains pans de la société, le Kremlin veut les contrôler. C'est vrai des hooligans, vous en parliez, et là, on sent qu'il y a un œil du pouvoir sur ces gens-là, et un autre œil sur la jeunesse du Caucase, qui, à cause des problèmes sociaux et politiques très profonds, eh bien, a tendance à aller vers la mosquée salafiste, et on a essayé de rendre les clubs attractifs pour essayer de soutirer cette jeunesse à l'islamisme. On peut dire qu'à travers les différentes époques de l'URSS et de la Russie, votre livre, c'est en fait montrer que le football, c'est un peu le miroir en fait de la politique et de la société russe. Tout à fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est aussi ce qu'on a voulu faire. Nous, moi, ça fait 30 ans que je travaille sur l'Union soviétique et la Russie. Régis, 20 ans. Et on a redécouvert ce pays grâce au ballon rond. Enfin, des aspects que vous connaissiez pas. Tout à fait, de la société, des pans entiers de la société qui sont souvent méconnus. Pas beaucoup travaillés. Et en fait, ça nous fait redécouvrir à la fois l'histoire et à la fois le football. Aujourd'hui, par exemple, cette Coupe du Monde qui se déroule en Russie, elle est populaire parmi la population russe. Les gens regardent, ils se mobilisent. Plutôt oui, mais comme toujours en Russie, on a l'impression que c'est l'affaire du pouvoir, on comprend bien que c'est une grande affaire politique, donc l'enthousiasme, c'est pas forcément toujours palpable. Après, ça dépend aussi beaucoup des résultats de la Sbornaya, de la sélection. Alors justement, j'allais vous demander votre pronostic à tous les deux, comment vous les voyez, les Russes, après le 5-0 quand même du match d'entrée? On peut imaginer qu'ils aillent au second tour, ce qui était déjà presque inespéré. Mais vous ne les voyez pas en quart ou en demi-finale? Non. En huitième, c'est déjà très bien, ça sera un succès, ça sera une victoire pour eux d'être en huitième, ils sortiront des poules quand même. Merci beaucoup en tout cas pour tout connaître ou presque sur les secrets du football soviétique et russe, donc de la Révolution pratiquement, même avant la Révolution, ça commence au 19e siècle, à nos jours. Donc football, le ballon rond de Staline à Poutine en politique aux éditions Alary. Merci à tous les deux. Merci à vous. D'être venus.